En effet, bonjour à tous, bonjour à vous, Bonjour. Jean-Charles Brizard. Les zones d'ombre restent importantes autour des motivations de Yacine Sali. On l'entendait dans le journal de 7h30, l'homme qui a commis les actes de Saint-Quentin-Falavier. Peut-être y a-t-il eu une part de vengeance personnelle dans son action. Pour votre part, est-ce que vous considérez qu'il y a un doute sur ses intentions terroristes ? L'enquête vient de commencer, elle déterminera si cet individu a été incité, inspiré par une organisation terroriste, voire dirigé, c'est-à-dire s'il a bénéficié d'un soutien logistique, opérationnel, financier de la part d'une organisation terroriste. Ce qui apparaît clairement à travers quelques indices dans sa présence, c'est le fait qu'il ait voulu en quelque sorte signer son acte avec cet acte barbare de décapitation. Cet acte qui consiste à envoyer cette photo macabre à un homme, un combattant parti faire le djihad en Syrie, est-ce que c'est aussi une sorte de signature de l'islamisme radical ? Ça correspond, je crois, surtout à sa volonté de diffuser cet acte, de répondre en cela à la propagande d'un groupe terroriste, l'État islamique, pour ne pas le citer, qui incite non seulement ses membres, mais ses sympathisants surtout, à frapper un peu partout dans le monde les membres de la coalition dans leurs pays respectifs, et puis à le faire savoir surtout. Est-ce qu'on peut assister finalement à une multiplication de ce mixage entre crimes de droit commun et crimes terroristes aujourd'hui ? D'abord, on l'a observé dans le passé, ce mix que vous décrivez. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a des individus qui sont pour la plupart inconnus des services de police, des services judiciaires, et qui répondent, dans bien des cas, à une propagande très efficace de cette organisation terroriste, qui répondent à des appels aussi de cette organisation. On sait qu'il y avait eu, dans le cas présent, un appel de Daesh quelques jours avant ces actes commis également en Tunisie. En effet. 3 jours auparavant, il y avait eu un appel du porte-parole de Daesh qui appelait ses sympathisants à frapper pendant le mois de Ramadan, à mourir en particulier en martyrs. Dans le passé, on a vu l'effet de ces appels au mois de septembre. À l'Adnani, le même porte-parole avait appelé ses sympathisants à frapper par tous les moyens les membres de la coalition. Donc Daesh n'a pas besoin d'avoir de réseau aujourd'hui, c'est une sorte de marque comme Al-Qaïda l'a été en son temps, oui, pour ceux qui s'en réclament. Ces individus, ces sympathisants sont activés en quelque sorte par une propagande qui est très efficace, encore une fois. Ils n'ont plus besoin effectivement de ce lien directionnel ou même relationnel. Il n'y a qu'une relation qui peut s'établir tout au plus virtuelle à travers Internet entre ces différents membres. Mais en effet, on voit des individus partout dans le monde, on parle de la France, mais ça a été vrai dans le passé en Australie, au Canada, aux États-Unis, qui répondent, encore une fois, à des conseils, à des appels lancés. Dans le cas de Yacine Sali, on pourrait très bien ne pas trouver de complice, ne pas trouver de réseau, mais constater que c'est l'acte d'un homme seul. Ça peut être le cas en effet, mais les premiers éléments de l'enquête tentent à établir sinon des complicités, du moins une relation extrêmement proche avec des individus qui sont eux-mêmes, qui appartiennent à ces organisations. Alors ce qui est certain, c'est que cet homme était fiché par les services de renseignement et de police. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé dès vendredi. D'où cette question que beaucoup de Français, beaucoup de gens se posent. Pourquoi on peut ficher des personnes sans pouvoir les arrêter en amont, ça n'empêche pas finalement le passage à l'acte. À quoi sert le fichage ? Le fichage en lui-même, il est un signal d'alerte, si vous voulez, pour les autorités. Il ne signifie rien d'autre en termes de surveillance. Après, les autorités peuvent, en fonction de la dangerosité d'un individu, appliquer, assigner une surveillance plus ou moins forte de la personne. Et cette surveillance, elle est appliquée en fonction de critères qui sont des critères d'évaluation de dangerosité. Ça concerne combien de personnes aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, les personnes à risque, c'est entre 3 000 et 5 000 personnes. Ça veut dire un stock énorme. Et Yacine Sali en faisait partie ? Non, il était plus dans les fichiers. Mais parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand on a suivi une personne pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et qu'il n'y a aucun indice qui permet d'établir sa relation avec une organisation terroriste ou avec des individus terroristes, eh bien, malheureusement, on affecte les effectifs, la surveillance, à d'autres cibles privilégiées parce qu'on estime qu'elles sont plus dangereuses. Ça veut dire qu'il y a des limites humaines à ce type de surveillance, qu'il n'y a tout simplement pas assez d'hommes pour surveiller tous les suspects, entre guillemets. D'abord parce que le renseignement est une matière humaine, l'évaluation elle est humaine d'un individu, et puis deuxièmement parce qu'en effet on a une limite en termes d'effectifs qu'on peut assigner à ce type de tâches. Dès les attentats du mois de janvier, on se souvient que François Hollande parlait de quantité d'actes déjoués en France. On sait combien, chaque semaine, par exemple, ou chaque mois, il y a d'attentats qui auraient pu avoir lieu et qui n'ont pas lieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on estime, qu'on sait estimer ? Oui, attribué à cette filière spécifiquement syro-irakienne, on sait qu'il y a une dizaine d'attentats qui ont été déjoués depuis 2013, c'est-à-dire depuis 2 ans. Ces attentats étaient tous, la plupart, planifiés par des sympathisants
pas par des personnes qui étaient allées combattre sur place. C'est ce qui est aujourd'hui préoccupant. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller combattre sur un théâtre d'opération pour être dangereux. Donc le vrai danger, ce ne sont pas les attentats planifiés, organisés, ce sont encore une fois les actes personnels et presque improvisés comme ceux qu'on a connus vendredi. On a les deux malheureusement aujourd'hui. On l'a vu à travers les attentats de Paris. On a à la fois des attentats qui peuvent être très bien pensés, organisés, y compris par des personnes qui ont été au contact d'organisations terroristes. Ça a été le cas des frères Kouachi. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus improvisés. C'est le cas aujourd'hui vraisemblablement de cette personne. La réponse des autorités vous paraît-elle à la hauteur avec la présence renforcée de policiers, de militaires et puis surtout cette loi sur le renseignement? Est-ce que cela suffit aujourd'hui, Jean-Charles Brizard? On fait face aujourd'hui, et depuis maintenant plus de 2 ans, à un phénomène d'une ampleur sans précédent. Un phénomène de masse, celui de départ de jeunes pour le djihad à l'étranger. Sans commune mesure avec tout ce qu'on avait vu dans le passé. Dont la France est en quelque sorte le numéro 1 dans ce domaine. Malheureusement, en Europe, oui, le numéro 1 en termes d'effectifs. Tous les pays européens, en tout cas une vingtaine de pays de l'Union européenne, sont concernés par ce phénomène. Et chaque pays réagit à sa manière, avec sa législation. Au bout du compte, ça aboutit à quoi? Un patchwork défensif. C'est-à-dire qu'on a des failles aujourd'hui en Europe. On devrait avoir des systèmes communs. On avait appelé, d'ailleurs, les autorités européennes, en particulier après les attentats de Paris, avaient appelé à la mise en place d'outils communs. Le PNR, le Passenger Name Record, qui permettrait un contrôle de tous les passagers en avion. Ce n'est toujours pas mis en place. On en avait parlé en janvier. C'est un projet, le PNR européen, qui date de 2003, donc il y a 12 ans. Première fois qu'on en a parlé. C'est toujours pas mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des réticences de la part du Parlement européen, notamment en termes de garantie des libertés individuelles, même si de nombreuses garanties ont été apportées dans les projets successifs de la Commission. Malheureusement, on n'a pas pu avancer. On n'a pas pu avancer sur le renforcement d'Europol, on n'a pas pu avancer sur la modification du code frontière Schengen qui permettrait un contrôle systématique, non plus seulement des étrangers. Aujourd'hui, la menace est intérieure. Ce sont des citoyens européens qui font peser une menace sur l'Europe. Et ce sont des armes qui seraient plus efficaces, selon vous, pour lutter contre les filières terroristes aujourd'hui? Oui, parce qu'on est véritablement face à un phénomène transnational, européen, et plus seulement national. On ne peut pas imaginer sanctuariser en quelque sorte le territoire national pour le protéger. C'est illusoire aujourd'hui. Dernière question, Jean-Charles Brizard. Manuel Valls a parlé de guerre de civilisation. Hier, une expression que la droite employait plutôt jusque-là. A-t-il raison? C'est une expression que je crois malheureuse, parce que malheureusement, c'est précisément ce que cherchent les terroristes. C'est nous entraîner dans ce type de dialectique et de rhétorique. En réalité, on est face à un groupe qui est extrêmement minoritaire, marginal. Ce sont des terroristes contre lesquels il faut faire la guerre et qu'il faut éradiquer à tout prix. Là-bas, sur place, dans la zone syro-irakienne, et puis malheureusement de plus en plus ici, chez nous, sur nos territoires. On vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-Charles Brizard. C'est à vous, William, et très bonne journée. Merci beaucoup.